Bonjour, donc je fais une vidéo rapide puisque j'ai beaucoup parlé, enfin j'ai fait quelques vidéos sur le sujet Iran-USA et ce qui s'est passé. Je voudrais faire un peu le point sur la situation au 25 juin 2025 parce que je pense que euh, après les quelques vidéos que j'ai faites sur le sujet, finalement, je pense avoir eu raison, on va dire, sur la question quelque part de l'uranium enrichi, qu'est-ce qu'il est devenu, voilà, ce sont des problématiques que je traite dans les vidéos précédentes, hein. Effrayant, où est l'uranium, etc. Donc voilà, si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, ça me paraît relativement important. Et on va voir, en regardant la carte de l'Iran, en fait, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Ah, voilà, comme ça sera beaucoup plus pratique de discuter sur une carte un peu plus grande. Donc, l'Iran. Ce qu'on peut voir, donc le fameux site de Fordow, hein, Fordow, c'est ici, c'est près de Qom en fait, c'est un peu au sud de Qom, c'est pas loin de Téhéran. Et comme on l'a vu sur les vidéos précédentes que j'ai faites, en fait, pour moi, le, toute la partie, tout l'uranium enrichi n'a pas été détruit. Alors, soit il est toujours sur le site, enterré, soit il est dispersé dans la nature pour des besoins de protection du combustible. Donc ça, pour moi, c'est un point qui est vraiment très important. À l'heure actuelle, le 25 juin 2025, on voit que finalement Trump a réussi à imposer une trêve, un cessez-le-feu à l'Iran et à Israël. Et donc, voilà la situation actuelle. Bon, visiblement, les opérations militaires sont quand même relativement terminées. Qu'est-ce qu'on peut faire déjà comme bilan et qu'est-ce qu'on peut prévoir pour l'avenir, hein, en termes économiques, c'est quoi les impacts sur l'avenir? Pour moi, le grand vainqueur de cet épisode, c'est en fait c'est l'Iran, hein, qui son programme nucléaire est carrément pas arrêté du tout. Il est juste décalé, mais voilà. Je pense que le fait, comme je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, si vous voulez, que l'Iran soit arrivé à enrichir suffisamment l'uranium et en avoir une quantité importante, en lui, en, cette news en fait en elle-même, c'est presque comme si c'était un pays qui avait déjà la bombe atomique. Je veux dire, le fait d'avoir enrichi énormément le combustible, l'uranium, c'est déjà quelque part. Parce que ils se situent pas effectivement dans les pays qui ont la bombe, mais par contre, ils sont pas non plus dans les pays qui sont complètement démunis de moyens de nuisance. Et le fait d'avoir comme ça un important stock de matières fissiles extrêmement dangereuses, extrêmement radioactives, fait que c'est un pays quand même qui a malgré tout franchi un certain stade. Donc pour l'instant, on en est là. Et pour moi, il fait vraiment aucun doute que à court terme, d'ici quelques années en tout cas, l'Iran, si elle en a la volonté, eh bien, aura la bombe atomique. Enfin, je veux dire clairement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un problème? C'est la question qu'on peut se poser parce que finalement, tous les pays qui ont eu la bombe atomique et qui sont pas nécessairement des pays occidentaux et qui sont pas nécessairement des grands pays non plus, hein, je pense à la Corée du Nord, je pense au Pakistan. On parle aussi éventuellement de l'Afrique du Sud. Enfin voilà, voilà, ces pays. Alors l'Afrique du Sud, c'est pas très clair. Ces pays sont des petits pays. Ce sont des pays qui sont pas des pays spécialement démocratiques. Et bon, je veux dire, voilà, ils sont équipés de bombes atomiques, mais finalement, ils ne l'ont pas utilisé parce que justement, le, le fait d'avoir la bombe atomique, quelque part, crée une très forte responsabilité. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, heureusement, on n'a pas vu un pays avec l'arme atomique attaquer un pays qui n'avait pas l'arme atomique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Je veux dire, les Russes n'ont pas osé avec les Ukrainiens.
Les ennemis de l'Iran n'ont pas osé avec l'Iran. Donc voilà, c'est comme ça. Et il y a vraiment un tabou qui peut pas être franchi. D'ailleurs, s'il était franchi par un pays, je pense que très vite, en fait, ce pays et les habitants du pays seraient vraiment mis au banc de la communauté internationale et ça serait vraiment, voilà, pas vraiment terrible. Et même les États-Unis ne peuvent pas se permettre quelque chose comme ça. Même les grands pays, enfin, je veux dire, équipés de la bombe, la Chine, l'Inde, la Russie, ne peuvent pas se permettre ce genre de choses-là. Donc, il n'y a pas d'attaque euh, avec l'arme atomique possible de la part d'un pays vers un autre. Parce qu'on comprend bien tout de suite les conséquences seraient dramatiques pour le pays en question. Donc ça, c'est vraiment un point qui est un point très important. Euh, donc ça créerait quelque part une responsabilité particulière, mais, mais aussi quelque part l'équilibre des forces. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a vécu pendant toute la guerre froide en fait, hein, depuis maintenant des longues dizaines d'années. C'est-à-dire que à partir du moment où par exemple l'Iran s'équipe de la bombe atomique, mais c'est valable pour n'importe quel pays, à ce moment-là, ça devient un pays qui potentiellement peut aussi se battre, enfin je veux dire être attaqué avec l'arme atomique, hein. Je veux dire voilà, ça crée un équilibre de la terreur qui existait comme ça existait avant la chute du mur de Berlin, et il n'y a rien vraiment de très nouveau. Et les Russes et les Américains avaient beau se détester à l'époque, enfin les États en tout cas, et la peur était généralisée euh, dans le peuple, hein. Je veux dire, euh, avant la chute du mur de Berlin, les années 70-80, les gens vivaient avec la bombe quelque part au-dessus de la tête. Voilà, c'était comme ça. Et donc, d'ailleurs, il y a la culture populaire de l'époque, vous pouvez regarder, hein, c'était un thème qui était récurrent. Donc, en fait, ça serait pareil. En fait, ça serait exactement pareil. Et c'est probablement ce qui se passera un jour. Donc, créant des nouvelles responsabilités, euh, il y a une espèce de situation, voilà, comme ça. Alors maintenant, maintenant donc l'Iran est le grand vainqueur, parce que finalement, le programme nucléaire n'a pas été éradiqué, le gouvernement est toujours en place. Cela dit, je pense que les États-Unis, Trump, voilà, ont pas voulu faire tomber le gouvernement. Donc ça, c'est le deuxième point, en fait. C'est le deuxième point de l'histoire. Parce que, en fait, ils craignent ce qui s'était passé en Irak, c'est-à-dire que plus de gouvernement, même un gouvernement qu'on n'aime pas, bah, ça amène le chaos. Parce que, encore une fois, ça c'est un truc que nous, Français, avons beaucoup de mal à comprendre, je le répète à chaque fois, surtout sur cette chaîne, hein, Expatriation Voyage. C'est un truc que nous avons beaucoup de mal à comprendre, nous, Français, c'est que les pays ne sont pas nécessairement des pays monolithiques comme en France, où tout est dirigé par l'État, qui est un État... on est probablement un des pays les plus socialistes du monde. Et donc, dans ces pays-là, en fait, dans les pays en Orient, en fait, vous n'avez pas un État monolithique, même si on a l'impression, même si le gouvernement a l'air est très violent partout, etc. En fait, vous avez des tribus, vous avez des familles, et c'est très très important en fait. Et donc le gouvernement central n'a pas nécessairement la main partout tout le temps, hein. Ça, c'est une vision que nous avons en Occident, mais qui n'est probablement pas la bonne. Et en tout cas, c'est le cas de la Chine, hein. J'ai fait d'ailleurs sur la chaîne, hein, j'ai fait un voilà, vous avez expatriation en Chine, vidéo réservée aux membres au niveau conquérant, où j'explique justement la culture de la Chine, mais quelque part, je me dis, plus je découvre les pays voilà, comme l'Iran, etc., que en fait, c'est quand même valable pour pas mal de pays en Asie, et pas seulement le monde chinois. Donc, donc, quelque part, ils ont voulu maintenir un gouvernement. Donc, il n'est pas impossible qu'à terme, en fait, on ait un gouvernement qui se maintienne. Et pourquoi pas, je veux dire, c'est pas impossible d'avoir
un accord sur le nucléaire et peut-être aussi une levée des sanctions sur l'Iran. Pourquoi? Parce que on voit bien quelque part que Trump a permis, hein, ça c'est un autre point, troisième point, les relations de l'Iran et de la Chine. La Chine se fournit son pétrole de l'Iran. Enfin, non, il y a une bonne partie du pétrole chinois qui provient de l'Iran et qui provient à pas cher. Donc, euh, le truc, c'est que Trump a explicitement indiqué qu'il voulait que bah, finalement la Chine et l'Iran reprennent les livraisons de pétrole et que ça se passe normalement et qu'il n'y ait pas de problème de ce côté-là pour pas qu'il y ait quelque part une disruption du commerce mondial. En fait, ce qui intéresse Trump, c'est l'aspect business, l'aspect commerce. Euh, c'est pas nécessairement ridicule. Les Français pensent pas nécessairement en termes de commerce autant que ça, mais on a pensé autant que ça à une époque. Je pense en particulier au roi Louis XI, hein. Si vous prenez la biographie du roi Louis XI, c'est un roi français qui est probablement un des premiers qui a restauré, on va dire, la puissance de l'État en France. C'est pas nécessairement Philippe le Bel, parce que Philippe le Bel, ça se passait bien avant. C'est Louis XI, et Louis XI était quelqu'un qui détestait absolument faire la guerre. Euh, il l'a faite, mais c'était vraiment pas sa politique principale. Et il a par exemple détruit le Téméraire à l'époque avec l'économie en fait. Et il a ouvert les foires de Champagne. Enfin, il a fait, je ne sais pas pour les foires de Champagne, mais en tout cas, il a vraiment encouragé le commerce, il a fait des relais de poste, etc. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Ça peut rappeler la politique de Reagan aussi avec l'initiative de la guerre des étoiles ou ce genre de choses-là. En fait, on voit bien que Trump, effectivement, est pas quelqu'un qui veut faire la guerre. Il veut pas s'embarquer dans une guerre. Et de toute façon, cet épisode sur l'Iran montre d'une manière très claire que sa base électorale aux États-Unis, donc la base MAGA, n'en veut absolument pas et qu'elle est très majoritaire dans les soutiens de Trump. Et donc, il n'y aura pas d'aventure à l'extérieur avec Trump soutenu par sa base MAGA. Voilà, ça, c'est très clair. Donc, on peut peut-être s'attendre en fait à une vraie détente finalement entre les États-Unis, avec l'Iran et peut-être même avec la Chine aussi, hein. Alors bon, il y a l'histoire encore des droits de douane, etc. Mais voilà, on peut. Ça ne veut pas dire que euh, la guerre est éloignée définitivement, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que probablement sous le mandat de Trump, tant qu'il va garder, s'il gagne les midterms, il est très possible en fait qu'il n'y ait pas vraiment de guerre particulière, ni avec l'Iran, ni avec la Chine, ni avec d'autres pays pendant tout le temps qu'il sera au pouvoir. Donc à ce moment-là, bah, ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'expatriation et pour le business, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez, euh, l'expatriation, ça se passe pas nécessairement bien quand vous avez une crise économique mondiale, hein. Voilà, c'est par expérience, c'est quand elle est mondiale. Maintenant, si vous n'avez pas une crise mondiale économique et que bah, vous avez quand même quelque part une, euh, une croissance qui revient, les prix du pétrole qui baissent, on le voit en ce moment, euh, eh ben, peut-être vous avez la possibilité d'avoir une croissance internationale qui va être intéressante. Et donc, l'expatriation est beaucoup plus facile dans ces moments-là, hein. Faut pas se leurrer. C'est quand l'économie mondiale est plus facile que l'expatriation est plus facile. Donc voilà, ça permet d'avoir donc le point aussi, pour moi, qui me paraît très important, hein, c'est que, euh, alors on verra ce que donnera l'avenir, hein, évidemment, je ne suis pas Madame Soleil, hein, et je voudrais simplement expliquer, il y a aussi quelque chose qui est très significatif hein, dans cette histoire, c'est que
les Américains et même les Israéliens n'ont pas touché à Boucher, qui pourtant est une centrale atomique et qui fournit du carburant susceptible d'être utilisé, du plutonium éventuellement susceptible d'être utilisé dans la fabrication d'une arme atomique. Donc si vous voulez, je pense que pour moi, les États-Unis, en tout cas, au moins les États-Unis ont acté que l'Iran était sur le seuil d'avoir la bombe et aura la bombe. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui a été finalement acté. Évidemment, ils peuvent pas le dire comme ça, c'est pas possible vis-à-vis de leur opinion, voilà. Mais c'est quelque chose qui, voilà. Après, peut-être ils misent sur le fait que cette nouvelle donne finalement va peut-être apporter plus de stabilité dans la région. Et donc à ce moment-là, ramener un peu plus de paix au Moyen-Orient, avec l'Iran, l'Irak, la Syrie. On voit que la Syrie aussi est entre guillemets en train de se calmer, le Koweït, l'Arabie Saoudite, il y a Oman, il y a aussi le Yémen avec les Houthis, donc voilà. Donc il peut y avoir, ce qui vient de se passer en fait, peut amener éventuellement une période de paix. Il n'y a pas eu vraiment en tout cas de la part des Américains, ils n'ont pas provoqué vraiment de grosses catastrophes en Iran. Donc voilà. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de déclaration à l'emporte-pièce. Je veux dire, euh, les, les Iraniens, comme les Asiatiques finalement, ont besoin de montrer la face. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est pour ça qu'il y a eu cet échange de missiles, hein, avec la base américaine, et ils ont téléphoné avant, etc. Parce qu'ils ont besoin quelque part de garder la face. En fait, c'est très important quand vous êtes dans ce genre de régime, dans ce genre de région, dans ce genre de pays, de comprendre ça. C'est-à-dire que si vous comprenez pas justement l'éclatement un peu du pouvoir, en fait, vous comprenez pas ce qui se passe. Mais ce qui se passe dans ce genre de pays, c'est que pour pouvoir tenir les gens en interne, le gouvernement, l'État a besoin d'avoir la face, de garder la face. S'ils gardent pas la face, eh bien à ce moment-là, ils mettent leur propre pouvoir en danger. Donc quelque part, ils sont obligés vis-à-vis de leurs forces intérieures politiques, hein, qui éventuellement même peuvent être plus fortes que le gouvernement central, de faire un théâtre, d'envoyer des missiles dans un coin de désert pour dire que bah, finalement ils ont répliqué, etc. Mais voilà, et ça se calme là. Et vous allez avoir des déclarations. Bon, je vais pas répéter parce que ça sert à rien, mais des déclarations contre machin, contre truc, etc. Mais en fait, ça reste évidemment que des paroles en l'air, histoire en fait, de garder la face. Donc voilà, moi je pense que c'est une des possibilités, hein, c'est-à-dire que finalement, euh, la retenue, on peut appeler ça la retenue des États-Unis, hein, parce que moi je suis persuadé que quelque part les Américains l'ont fait exprès. En fait, ils ont fait en sorte pour que on n'entende plus parler du programme nucléaire iranien pendant quelques années, ou quelques mois, ou quelques trimestres. Euh, et donc, il n'est pas, et il n'est pas impossible que d'ici quelques trimestres ou quelques années, on voie un essai nucléaire quelque part dans un désert en Iran. Je veux dire, c'est pas, à mon avis, c'est pas quelque chose d'impossible. Euh, mais je pense que les Américains ont peut-être réussi à mesurer, j'allais dire pour une fois, peut-être que un peu à doser en fait leur intervention et donc au final euh, on pas rendu les choses ingérables finalement et voilà, ça permet peut-être à cette région d'être plus calme. Euh, voilà, donc ça c'est les points que je voulais aborder. Euh,
C'est pour ça donc il y a pour moi le marqueur, si vous voulez, le marqueur très important de cette politique, c'est l'absence totale, d'après l'AIEA, hein, c'est un tiers, c'est même pas le gouvernement iranien, c'est l'absence de fuite radioactive. Pour moi, si vous voulez, c'est absolument impossible que euh, euh, s'il y avait eu une attaque destinée à détruire véritablement le combustible enrichi, c'est impossible qu'il n'y ait pas de fuite. C'est absolument pas possible. Vu le comportement des fameuses bombes en souterrain, vu comment elles ramassent tout ce qu'il y a au fond et renvoient tout dans l'atmosphère, c'est impossible que sans radiation comment dire, accidentelle, c'est pas possible qu'ils aient détruit le programme nucléaire iranien. Ça, c'est pas possible. Donc, donc voilà. Euh, je pense qu'ils ont vraiment acté que un jour l'Iran aura la bombe atomique et puis voilà, en fait, c'est aussi simple que ça. Mais je pense que quelque part, bah, il y a de la terreur. J'ai entendu dire, par exemple, qu'au niveau de la Corée du Nord, les Américains avaient prépositionné des têtes atomiques en Corée du Sud. Donc en fait, c'est ça, en fait. Les deux ennemis sont équipés d'armes atomiques et donc à partir de ce moment-là, ça gèle en fait les conflits entre les pays. Dire, on le voit bien, je veux dire, les pays comme dans les derniers conflits d'ailleurs qui se sont passés avec des pays qui ont l'arme atomique, hein, je veux dire, par exemple, ce qui s'est passé en Ukraine, on voit bien que finalement, ni les Anglais, ni les Français, ni les Américains n'ont osé envoyer des troupes au sol là-bas sur place. Ça a vraiment été, enfin, ou en tout cas de manière ouverte et massive. Et les Russes se sont bien gardés en fait d'attaquer des positions de ces pays. Euh, voilà, bien qu'il y ait des quantités d'armes pas possibles qui aient été fournies. Voilà, c'est donc je pense que l'arme atomique a une signification et cette signification, bah, c'est tout simplement de quelque part geler les conflits là où elles se trouvent. Donc, voilà. Euh, et le pire, je pense que les Américains ont raison sur ce sujet-là. C'est-à-dire que le pire eût été une chute du gouvernement central. Et donc, ce que je vous explique hein, sur les pays asiatiques, sur les pays de l'Orient, c'est-à-dire, en fait, une chute du gouvernement central entraîne un éclatement du pays, entraîne, voilà, et à ce moment-là, là, vous avez une vraie dispersion de tout le combustible et de toutes les matières dangereuses à travers le pays, à travers des groupes qui, pour le coup, sont plus du tout contrôlés. Donc là, ça devient vraiment un très très gros problème. En fait, c'est pire, hein, tout simplement, de pas avoir. Euh, c'est pire que d'avoir le gouvernement actuel, en fait, parce que à l'heure actuelle, vous avez quand même quelque chose qui tient encore la société. Alors que sinon, bah, vous auriez des tas de groupes. Voilà. Donc je pense que ça, c'est important. Euh, Ça peut vouloir dire que, bah, au niveau du pétrole, que les prix vont pas nécessairement remonter très vite. Euh, Ça veut dire aussi que peut-être que la Chine risque de payer plus cher son pétrole maintenant, qui vient d'Iran, hein, malgré tout. Je crois que c'est la moitié du pétrole chinois qui provient d'Iran quand même, hein, de ce qu'elle importe. Donc c'est quand même significatif. Euh, Ça représente la totalité, 90% du pétrole produit en Iran, hein. Donc ça veut peut-être dire, euh, bah, après des années de sanctions, bah, finalement, peut-être que l'Iran va être un pays qui, au niveau économique, va pouvoir croître, s'en sortir. Il y a sans doute des efforts de reconstruction qui sont faits. Il n'est pas impossible que les entreprises américaines soient déjà sur
pas sur place, mais en tout cas sur la ligne, de manière à pouvoir relancer la construction. Donc voilà. Alors, je sais bien que j'ai publié une vidéo il n'y a pas très longtemps sur ce sujet qui s'appelle La détente, et, et la vidéo euh, a été boudée par tout le monde en fait, ça intéressait personne. Mais voilà, ne comptez pas, si vous voulez, je veux bien faire des vignettes putaclic pour que les gens cliquent dessus, etc. Mais je ne veux pas déformer ce que je pense être la réalité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, je sais très bien que les gens cliquent beaucoup plus facilement sur les mauvaises nouvelles. Tous ceux qui font des vidéos sur YouTube le savent. Euh, euh, voilà, c'est pour ça on a l'ONU alerte, effectivement, 2,2 000, etc. Et il y a voilà, pas mal de gens qui regardent ces vidéos. Mais je pense que c'est vraiment important d'essayer d'avoir une vision objective de manière à prévoir l'avenir. Je veux dire, si vous êtes en expatriation, genre à Dubaï ou dans des coins comme ça, bah, c'est vrai que quand même plus sympa de voir que les affaires se sont réglées. Mais c'est même aussi valable pour plus largement pour ce qui se passe en Asie. Il faut voir quelles peuvent être les relations entre Trump maintenant et Xi Jinping et l'Asie, pardon, et à propos de la problématique Amérique-Chine. Donc ça, voilà. Ensuite, c'est vraiment la grande question. En tout cas, euh, quel que soit le résultat des destructions qui ont eu lieu en Iran, pour moi, il y a vraiment un vainqueur, c'est l'Iran, et probablement Trump aussi, parce que finalement, si cette situation perdure, s'il est arrivé à imposer finalement une paix, hein, ou un cessez-le-feu qui dure longtemps, on va dire, bah, je pense qu'à ce moment-là, il va effectivement en récolter quelque part le bénéfice, et bah, il sera regardé vraiment différemment, hein. C'est euh, c'est clair qu'il aura vraiment réussi quelque chose euh, qu'on ne s'attendait pas finalement nécessairement à ce qu'il réussisse. Et par rapport à certains autres chefs d'État occidentaux qui sont complètement décrédibilisés euh, par leur attitude personnelle, eh bien, c'est clair que bon, ça, c'est plutôt une bonne chose, en tout cas pour les États-Unis. Après, il faut voir pour ce qui va se passer. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.